C'est incorrect. Réessayez. Nous sommes heureux de vous présenter ce didacticiel en 2 parties consacré aux capteurs automobiles. Cette deuxième partie vous permettra de vous familiariser avec l'utilisation des capteurs dans la pratique. Dans la première partie de ce didacticiel, vous avez appris que les capteurs jouent un rôle décisif dans le fonctionnement d'un véhicule automobile. La défaillance d'un capteur peut donc provoquer de graves dysfonctionnements, comme le montre l'exemple suivant. Après avoir passé une nuit garée dans la rue par temps froid, une voiture ne veut plus démarrer. Sur place, le collaborateur du service 24 heures commence par contrôler la tension de la batterie, le niveau du réservoir de carburant et l'autorisation de démarrage. Il ne trouve pourtant aucun défaut. En outre, aucun code défaut n'apparaît dans la mémoire des défauts lorsqu'il analyse celle-ci à l'aide du système de diagnostic. Il décide donc d'emmener le véhicule à l'atelier où celui-ci reste immobilisé à l'abri pendant quelques heures. Lorsqu'un collaborateur du SAV tente de mettre le contact, le moteur démarre cette fois sans aucun problème. Pour quelle raison le véhicule du client avait-il des problèmes de démarrage? Après une recherche plus approfondie, il apparaît que le signal du capteur de position du vilebrequin n'est pas conforme à sa courbe de référence. Lorsque certaines conditions ambiantes sont réunies, il peut donc arriver que le signal soit en deçà du seuil de réaction du calculateur moteur. Cet exemple montre qu'il existe des situations dans lesquelles la lecture de la mémoire des défauts ne suffit pas pour identifier le défaut. Dans ce cas, il est utile de connaître le fonctionnement des capteurs ainsi que les différents types de signaux qu'ils émettent. C'est ce que nous verrons dans la suite de ce CBT. Ce chapitre traite des différentes formes de signaux émis par les capteurs. Il sera tout d'abord question des divers types de signaux de sortie que vous apprendrez à reconnaître à leur forme. Vous découvrirez ensuite le principe des seuils de réaction dans les calculateurs. Les interférences électromagnétiques sont susceptibles de modifier le signal d'un capteur. Vous verrez également dans ce chapitre comment empêcher ce phénomène. Vous apprendrez enfin pourquoi les signaux des capteurs doivent le plus souvent être convertis et numérisés avant de pouvoir être traités par les calculateurs. Les capteurs se caractérisent par différents types de signaux de sortie. Certains capteurs, comme la sonde O2, produisent un signal de tension. Le schéma électrique montre comment il faut placer les pointes de touche du voltmètre pour mesurer la tension de la sonde. Cliquez sur les zones correspondant au mélange pauvre puis au mélange riche dans le diagramme et observez le comportement de l'aiguille du voltmètre. Lorsque le mélange est pauvre, la tension est approximativement de 150 mV. Lorsqu'il s'agit d'un mélange riche, la sonde produit une tension de 850 mV environ. D'autres capteurs, comme les cellules photoélectriques, délivrent en sortie un signal de courant. L'intensité du courant sert de grandeur physique de référence au calculateur. Dans le cas d'une cellule photoélectrique, il s'agit de l'intensité lumineuse. Pour mesurer le courant, il faut interrompre le circuit électrique en un point pour placer l'ampèremètre. Cliquez sur le câble du haut dans le schéma électrique pour raccorder l'ampèremètre. Le courant émis par la cellule photoélectrique peut désormais traverser l'ampèremètre et être mesuré. Faites varier la luminosité en cliquant sur le nuage pour la diminuer ou sur le soleil pour l'augmenter. Observez la réaction de l'aiguille sur l'ampèremètre. Lorsque l'intensité lumineuse est faible, la cellule photoélectrique n'émet qu'un faible courant de sortie vers le calculateur. Lorsque l'intensité lumineuse est forte, le courant de sortie émis par la cellule photoélectrique est élevé. La résistance ohmique est également une grandeur de signal exploitable par un calculateur. Ce type de grandeur est délivré par exemple par les résistances NTC utilisées dans un véhicule automobile pour mesurer la température. Toutefois, le calculateur ne peut pas mesurer directement la valeur de résistance. Il la détermine à partir de l'intensité du courant qui traverse la résistance et de la tension appliquée.
Il est également possible de mesurer la résistance avec un ohmmètre, soit en interrompant le circuit au niveau des deux câbles, soit en enlevant la résistance NTC. Regardez le dispositif de mesure utilisé. Cliquez sur le câble supérieur ou sur le câble inférieur du schéma électrique. Un courant de mesure traverse la résistance NTC qui est alimentée par la tension de la batterie de l'ohmmètre. Cliquez maintenant sur le flocon ou sur la bougie pour diminuer ou augmenter la température et observez le comportement de l'aiguille de l'ohmmètre. Lorsque la température est élevée, la valeur de résistance est basse. Lorsque la température est basse, la valeur de résistance est élevée. Il est parfois nécessaire de mettre en forme les signaux des capteurs de manière appropriée pour qu'ils puissent être exploités par le calculateur. C'est le cas par exemple pour le débitmètre d'air massique à film chaud. Celui-ci détermine la masse d'air admise dans le moteur en mesurant, à l'aide d'une résistance NTC, le refroidissement d'une résistance chauffante placée dans le flux d'air. Un régulateur électronique est chargé de maintenir constante l'élévation de température au niveau de la résistance chauffante. Ce faisant, il transforme la valeur de résistance de la résistance NTC en un signal de courant de la résistance chauffante. Dans un second temps, le système d'évaluation électronique du capteur convertit le signal de courant transmis à une résistance sensible au courant en une tension de sortie qui sert au calculateur de grandeur de référence pour la masse d'air admise. Dans un véhicule automobile, de nombreux capteurs délivrent des signaux de sortie dont les oscillations peuvent être régulières ou irrégulières. La grandeur physique de mesure est alors déterminée par l'écart entre les oscillations ou par la hauteur des oscillations. Sur un capteur inductif de vitesse de rotation des roues, l'amplitude et la fréquence des oscillations varient par exemple en fonction de la vitesse à laquelle les segments dentés passent devant le capteur. Celle-ci dépend à son tour de la vitesse du véhicule. Considérez de plus près la forme émise par le signal du capteur de vitesse des roues. Cliquez sur les boutons plus et moins pour accélérer ou ralentir le véhicule. Observez le signal sur l'oscilloscope. Certains capteurs peuvent délivrer en sortie des impulsions carrées. C'est, par exemple, le cas du capteur Hall de l'arbre à cames. Lorsque le segment denté monté sur l'arbre à cames passe devant le capteur, la tension de Hall délivrée par le capteur Hall s'élève. Le système d'évaluation électronique du capteur conditionne le signal et le convertit en un signal carré. Compte tenu du mode de fonctionnement du système d'évaluation électronique, les impulsions du segment denté apparaissent sous forme d'état bas et les vides sous forme d'état haut. Ce signal est transmis au calculateur puis évalué. Souvent, les capteurs ne produisent que des tensions basses ou des courants faibles. Ainsi, le capteur de position du vilebrequin ne fournit lui aussi qu'un signal de faible tension en sortie lorsque le régime moteur est bas. Quelle est maintenant la forme du signal émis par le capteur de position du vilebrequin lorsque le moteur est à l'arrêt? Cliquez sur le diagramme dont la forme de signal est juste. Bravo! Même lorsque le moteur est à l'arrêt, le calculateur reçoit des signaux oscillants faibles qui sont produits par des signaux électromagnétiques parasites. Afin de ne pas confondre ces signaux parasites avec les signaux du capteur, le calculateur possède un seuil de réaction. Ainsi, il ne tient compte et n'évalue la valeur mesurée d'un signal que si le signal dépasse ce seuil de réaction.
Il arrive que des signaux parasites se superposent aux signaux du capteur pendant leur trajet entre l'emplacement de montage du capteur et le calculateur. Voici un exemple de superposition avec un signal ondulatoire. Cliquez glisser le signal du capteur sur le signal parasite dans le diagramme du bas. Le signal du capteur et le signal parasite se cumulent pour former un même signal. Vous verrez aux pages suivantes les méthodes utilisées pour limiter l'impact des signaux parasites. Pour réduire les interférences électromagnétiques, une méthode simple consiste à amplifier le signal à l'intérieur du capteur. Prenons comme exemple le signal de capteur ondulatoire présenté à la page précédente. Cliquez sur l'amplificateur dans le capteur pour amplifier le signal. Du fait de l'amplification du signal utile dans le capteur, l'influence des signaux parasites est proportionnellement inférieure à ce qu'elle était lorsque le signal utile n'était pas amplifié. Le calculateur peut alors mieux exploiter le signal. Pour protéger un câble de signaux contre les interférences électromagnétiques, on peut également utiliser des paires torsadées. De cette façon, les tensions parasites qui agissent sur les câbles s'annulent mutuellement. Un autre procédé consiste à blinder les câbles en utilisant une tresse métallique reliée à la masse. Cette tresse absorbe et dévie les tensions parasites externes. La plupart des signaux de capteurs sont de type analogique, c'est-à-dire qu'ils se présentent sous la forme d'une grandeur électrique variable en continu. Les calculateurs utilisés dans les véhicules automobiles fonctionnent cependant avec des processeurs numériques. Et c'est pourquoi les signaux analogiques doivent d'abord être numérisés. La conversion analogique numérique est réalisée soit directement dans le capteur, soit au niveau des circuits d'entrée du calculateur. La méthode de numérisation la plus simple consiste à transformer le signal analogique en impulsions carrées correspondantes qui alternent entre l'état haut et l'état bas. Le passage de l'état haut à l'état bas et inversement dépend du seuil de réaction défini. Il peut même y avoir plusieurs seuils de réaction. Ainsi, lorsque le signal analogique présente une tension supérieure à celle définie pour le seuil de réaction, le signal numérique sera à l'état haut. A contrario, si la tension du signal analogique est inférieure à la valeur seuil, le signal numérique résultant sera à l'état bas. La tension seuil est choisie notamment en fonction du signal analogique à traiter et de la plage de mesure souhaitée. Voici un exemple de numérisation simple du signal analogique de vitesse des roues pendant une décélération. Les capteurs inductifs de vitesse des roues délivrent un signal analogique dont la fréquence et l'amplitude diminuent progressivement lorsque le véhicule perd de la vitesse. Dès que le véhicule est à l'arrêt, les capteurs inductifs de vitesse des roues n'envoient plus aucun signal au calculateur. Pour convertir le signal analogique en signal numérique, il faut déterminer un seuil de réaction. Celui-ci doit permettre au calculateur de détecter le déplacement du véhicule, si possible jusqu'à l'immobilisation. Faites le test vous-même. Cliquez glisser le seuil de réaction au bon endroit dans le signal, puis confirmez avec OK. Le signal numérique correspondant apparaît dans le diagramme du bas. Excellent. Afin de détecter le déplacement du véhicule jusqu'à son immobilisation, le seuil de réaction doit être défini de manière à ce que le calculateur puisse traiter les oscillations les plus petites. Pour ce faire, le seuil de réaction doit donc se situer au milieu du signal. Que se passe-t-il lorsqu'une tension parasite se superpose au signal analogique de vitesse des roues ? Observons un détail du signal. En observant en gros plan le signal,
on constate qu'il dépasse plusieurs fois le seuil de réaction à 2 endroits. Voici maintenant le signal numérique correspondant. Des impulsions numériques supplémentaires se forment là où la tension parasite conduit le signal analogique à dépasser brièvement le seuil de réaction. Dans le cas présent, ces impulsions faussent les informations transmises. Pour éviter ce phénomène, on utilise généralement 2 seuils de réaction. Une transition de l'état bas à l'état haut se produit lorsque le signal dépasse le seuil de réaction supérieur. Une transition de l'état haut à l'état bas se produit lorsque le signal franchit le seuil de réaction inférieur. De cette manière, les signaux parasites plus petits que l'intervalle entre les 2 seuils de réaction ne sont pas analysés. Certains capteurs, comme le capteur d'huile, délivrent un signal modulé en largeur d'impulsion, qui est une autre forme de signal numérique. Les informations relatives à la mesure opérée par le capteur sont contenues dans la largeur des impulsions carrées. Le capteur d'huile transmet tour à tour au calculateur la température, le niveau et la qualité de l'huile moteur. Les impulsions sont répétées à intervalles réguliers. L'utilisation de signaux numériques codés permet d'augmenter la précision des mesures réalisées. Pour ce faire, l'évolution du signal analogique est régulièrement analysée. Chaque mesure est représentée par un bloc de données numérique. Ce principe est utilisé par exemple pour le capteur d'angle de braquage des camions équipé de la régulation du comportement dynamique Telligent. La numérisation du signal est parfois réalisée directement dans le capteur. Ce procédé a l'avantage de rendre le signal du capteur insensible aux interférences électromagnétiques présentes sur le câble de signaux. Faites le test vous-même. Cliquez glisser le signal numérique sur le signal parasite dans le diagramme du bas. Tant que les signaux parasites ne font pas basculer le signal de l'état haut à l'état bas ou de l'état bas à l'état haut, ils n'influent pas sur l'alternance des états du signal. Par conséquent, ils ne modifient pas les informations transmises. Attribuez à chaque capteur la forme de signal correspondante. Pour ce faire, cliquez glisser les capteurs dans le diagramme correspondant, puis confirmez avec OK. Excellent, votre répartition est juste. Indiquez à quel endroit les signaux analogiques sont amplifiés pour éviter les interférences électromagnétiques. Cliquez glisser le symbole de l'amplificateur au bon endroit, puis confirmez avec OK. C'est juste. Pour éviter les interférences électromagnétiques, les signaux analogiques sont amplifiés directement dans le capteur. L'interférence des parasites éventuels sur le câble de signaux est ainsi proportionnellement réduite et le calculateur peut mieux les traiter. Indiquez les méthodes utilisées pour protéger les signaux des capteurs contre les interférences électromagnétiques. Cochez toutes les bonnes réponses, puis confirmez en cliquant sur OK. C'est juste. Pour protéger les signaux contre les interférences électromagnétiques, on peut blinder les câbles avec une tresse métallique. Il est également possible de numériser les signaux analogiques ou de les amplifier directement dans le capteur. Revoyons ensemble le contenu de ce chapitre. Les capteurs délivrent différents types de signaux de sortie, à savoir la tension, le courant, la résistance ohmique, des oscillations régulières et irrégulières, et enfin des impulsions carrées. Les calculateurs disposent d'un seuil de réaction.
Sa fonction est d'empêcher le calculateur de prendre en compte un signal s'il n'a pas atteint une grandeur minimale. Les interférences électromagnétiques peuvent considérablement fausser une mesure. Une méthode simple pour limiter ces signaux parasites consiste à amplifier le signal du capteur. L'utilisation de paires torsadées ou de câbles blindés par une tresse métallique reliée à la masse offre une protection supplémentaire. Les signaux des capteurs doivent être numérisés pour pouvoir être exploités par le calculateur. La numérisation peut être effectuée soit directement dans le capteur, soit dans le calculateur. Les signaux numériques sont insensibles aux signaux parasites. Ce chapitre est consacré à l'étalonnage des capteurs. Nous commencerons par étudier ce que signifient les notions d'erreur statistique et d'erreur systématique. Nous verrons ensuite ce qu'est l'étalonnage des capteurs et déterminerons les cas dans lesquels un étalonnage est nécessaire. Plusieurs exemples vous permettront enfin d'apprendre qui peut réaliser un étalonnage. Lorsqu'un même capteur mesure la même grandeur à plusieurs reprises, par exemple la température, il fournit chaque fois une mesure légèrement différente des autres, tantôt supérieure, tantôt inférieure à la valeur réelle de la grandeur. Ces écarts sont appelés erreurs statistiques. Une certaine imprécision est donc inhérente aux mesures en général. Toutefois, la plupart des mesures se situent à l'intérieur d'une plage de tolérance. Les capteurs de température déterminent par exemple la température avec une précision le plus souvent égale à plus ou moins 1 degré Celsius. Il est donc inutile d'utiliser pour les valeurs de mesure plus de décimales que ne le nécessite la précision du capteur. Il peut également arriver que les différentes valeurs mesurées tendent à s'écarter de la valeur réelle dans une seule direction seulement. Dans ce cas, on dit que la mesure présente une erreur systématique. On la reconnaît au fait que la moyenne des mesures diffère de la valeur réelle de la mesure. L'écart systématique est toujours le même pour un capteur, mais il varie d'un capteur à un autre. Pour un type de capteur, les fabricants indiquent une courbe caractéristique et une plage de tolérance. Nous voyons ici la courbe d'une résistance NTC. La plage de tolérance indique que la plupart des résultats mesurés par les capteurs de ce type se situent à l'intérieur de cette plage de tolérance et ce, malgré les erreurs statistiques et systématiques. La dispersion des mesures réalisées par les capteurs explique que plusieurs véhicules automobiles aient des réactions différentes. Prenons un exemple. À partir d'une valeur de mesure de 120 degrés Celsius pour le liquide de refroidissement, tous les calculateurs d'un certain type de véhicule détectent une température supérieure à la normale et réduisent la puissance du moteur. Sur un véhicule donné, ce constat aura lieu dès 119 degrés Celsius par rapport à la valeur réelle de 120 degrés Celsius parce que ce capteur présente une erreur systématique d'1 degré vers le haut. Sur un autre véhicule, la réduction de la puissance du moteur ne s'opérera qu'à partir de 121 degrés Celsius réel parce que le capteur présente cette fois-ci Excellent. Les erreurs statistiques correspondent à l'écart des mesures individuelles d'un capteur par rapport à la valeur de mesure réelle. Il faut commencer par calculer la moyenne des mesures d'un capteur pour établir une erreur systématique. L'erreur systématique correspond à la différence entre cette moyenne et la valeur réelle de la mesure. Lorsque les écarts systématiques d'un capteur ne sont pas acceptables, il faut soit le remplacer, soit l'étalonner. Le choix dépend des systèmes. Ainsi, lorsque les mesures du potentiomètre du papillon des gaz sont systématiquement supérieures à la valeur réelle,
Il est judicieux de décaler la courbe caractéristique du capteur à l'aide d'un étalonnage. De cette façon, l'erreur systématique sera prise en compte dans la courbe. L'étalonnage peut être réalisé pendant la construction d'un véhicule automobile, pendant une intervention du SAV ou automatiquement par le système concerné. Voici un exemple d'étalonnage pendant une intervention du SAV. Pour étalonner le capteur d'angle de braquage de la classe M, on lui fait parcourir un trajet en ligne droite d'une longueur définie. Le calculateur apprend ainsi à associer ces mesures du capteur d'angle de braquage au point milieu de la direction. Ces informations sont mémorisées dans le calculateur et servent de référence pour tous les mouvements de braquage. L'étalonnage peut également être effectué par le conducteur. Ainsi, le conducteur active lui-même le système de contrôle de la pression des pneus lorsqu'il vient de changer les pneus, par exemple. Avec l'étalonnage, les nouvelles valeurs de pression des pneus sont mémorisées comme valeurs de consigne. Sur certains systèmes, l'étalonnage est automatique. C'est par exemple le cas pour le système d'embrayage d'une boîte de vitesse automatisée. Le capteur de course d'embrayage du dispositif central de débrayage détermine la position de la butée de débrayage. Afin d'optimiser le fonctionnement de l'embrayage, le point d'accrochage et le point de fermeture de l'embrayage sont systématiquement réétalonnés par le calculateur au moment du démarrage du moteur et après chaque passage de rapport. Sans ce réétalonnage, l'embrayage risquerait de brouter ou de patiner. Dans cet exemple, comme pour l'apprentissage de la position du point milieu de la direction, non seulement le capteur est étalonné, mais aussi tout le système dans son ensemble. Dans ce cas, les éventuelles erreurs systématiques du capteur ne perturbent pas le fonctionnement du système puisqu'il est étalonné et donc adapté en fonction de l'erreur du capteur. Quelles sont les conséquences de l'étalonnage d'un capteur ? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent. Avec l'étalonnage, la courbe caractéristique du capteur mémorisé dans le système est modifiée et la nouvelle courbe caractéristique remplace la précédente. Revoyons le contenu de ce chapitre. Lorsqu'un capteur mesure des grandeurs, les résultats de mesure sont toujours légèrement différents de la valeur réelle, et ce, de façon aléatoire. Ces erreurs de mesure inhérentes au système correspondent à ce que l'on appelle l'erreur statistique. Lorsque l'écart des résultats de mesure est en outre régulier par rapport à la valeur réelle, on parle d'erreur systématique. Qu'elles soient statistiques ou systématiques, les erreurs se situent normalement à l'intérieur d'une plage de tolérance. Celle-ci est fournie par le fabricant en même temps que la courbe caractéristique. Elle précise l'écart maximal toléré entre les résultats de mesure et la valeur réelle. Si l'erreur systématique d'un capteur produit des réactions inacceptables dans le système, il faut remplacer le capteur ou étalonner le système concerné. La courbe caractéristique du système est ainsi modifiée. Cet étalonnage peut être effectué soit au moment de la construction du véhicule, soit au plus tard lors d'une intervention du SAV. Certains systèmes, comme le contrôle de pression des pneus, peuvent être étalonnés par le conducteur lui-même. Enfin, sur d'autres systèmes, l'étalonnage est automatique, comme c'est le cas par exemple pour le système d'embrayage d'une boîte de vitesse automatisée. Ce chapitre est consacré aux défaillances des capteurs et à leurs conséquences. Vous y apprendrez comment les calculateurs détectent les défauts des capteurs et quelles peuvent être leurs réactions en cas de défaillance d'un capteur. Vous verrez ensuite les différentes possibilités de contrôle des capteurs pendant le diagnostic des défauts. Enfin, le problème posé dans l'exemple du premier chapitre sera résolu. Suite à un défaut du capteur de position du vilebrequin, le véhicule d'un client était resté immobilisé à l'atelier. Le défaut d'un capteur peut se répercuter de différentes manières. En cas de panne totale, le calculateur est dans l'impossibilité de mesurer une ou plusieurs grandeurs physiques. Dans ce cas, selon le capteur concerné et sa fonction, le fonctionnement du véhicule peut être légèrement limité
où le véhicule peut être complètement immobilisé, comme dans l'exemple décrit dans le chapitre 1. Les mesures erronées constituent également un défaut. Voici un exemple de défaut sur une résistance NTC qui sert de capteur de température du liquide de refroidissement. La plage de mesure donnée pour représenter la température du liquide de refroidissement est comprise entre moins 60 degrés Celsius et plus 150 degrés Celsius. À cause du défaut, la courbe caractéristique de la résistance NTC diffère de la courbe type du fabricant. Selon le fabricant, le capteur doit délivrer une valeur de résistance de 2 kΩ environ lorsque la température est de 30 degrés Celsius. Cependant, le capteur défectueux ne délivre cette valeur de résistance que lorsque la température est de 78 degrés Celsius environ. Étant donné que cette température se situe dans la plage de mesure normale du capteur, le calculateur ne peut pas détecter le défaut et travaille sur des bases erronées. Cela peut avoir pour conséquence des réactions inadaptées du système, par exemple, ou encore des affichages incorrects sur le combiné d'instruments. Aucun démarrage à froid ne serait pratiqué dans ce cas, alors qu'il serait pourtant nécessaire. Pour détecter la défaillance d'un capteur, les calculateurs se servent notamment des valeurs de mesure qu'ils reçoivent. Reprenons la courbe caractéristique de la résistance NTC du capteur de température du liquide de refroidissement. À moins 60 degrés Celsius, sa valeur de résistance est de 550 kΩ environ. À 150 degrés Celsius, elle est de 60 ohms. Au-delà de 550 kΩ, la valeur de résistance est interprétée comme une interruption et lorsqu'elle est inférieure à 60 ohms, le calculateur pense être en présence d'un court-circuit. La plausibilité est également un moyen utilisé par les calculateurs pour détecter la défaillance d'un capteur. Ainsi, sur le servo-frein pneumatique, les mesures délivrées par le contacteur de desserrage BAS, le contacteur des feux stop et le capteur de course de membrane doivent concorder. Si certaines informations se contredisent, le calculateur le reconnaît et réagit en conséquence. Quelles peuvent être les conséquences d'un défaut de capteur dans un véhicule automobile? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez en cliquant sur OK. Excellent. Le défaut d'un capteur peut empêcher le calculateur de mesurer une ou plusieurs grandeurs physiques. Il peut également déclencher des réactions inadaptées du système ou se traduire par des affichages incorrects sur le combiné d'instruments. Dans le pire des cas, la défaillance d'un capteur peut résulter en une immobilisation totale du véhicule. Selon la conception du logiciel, le calculateur peut réagir de différentes façons à la défaillance d'un capteur. À défaut de la mesure du capteur défaillant, une mesure comparable fournie par un autre capteur peut, par exemple, être utilisée. Ainsi, en cas de défaillance du capteur de température d'huile sur une boîte de vitesse automatique, le calculateur utilisera la mesure du capteur de température du liquide de refroidissement comme grandeur comparative. En revanche, lorsqu'aucun autre capteur ne peut suppléer au capteur défaillant, le calculateur utilisera comme mesure une valeur de substitution qui pourra être prescrite ou obtenue par le calcul. C'est le cas, par exemple, du capteur de température du liquide de refroidissement. Et si ce capteur tombe en panne, le calculateur suppose que le moteur est froid au moment du démarrage et qu'il a atteint la température de service après une certaine durée de fonctionnement. Ces deux situations sont programmées comme modèle de calcul dans le calculateur et sont provisoirement utilisées à la place du capteur défectueux jusqu'à son remplacement. Par conséquent, les valeurs de substitution programmées
assure la sécurité du système même en cas de fonctionnement en mode dégradé. Dans certains cas pourtant, le calculateur désactive le système lorsqu'il ne reçoit plus de signaux du capteur et peut même décider de ne pas faire démarrer le véhicule. Les capteurs montés dans un véhicule automobile peuvent être contrôlés. Pour ce faire, on branche le Star Diagnosis à la prise de diagnostic du véhicule. Cliquez sur le symbole du capteur et observez le cheminement du signal du capteur. Les mesures du capteur transitent par le calculateur correspondant et le réseau embarqué jusqu'au Star Diagnosis et s'affichent sur l'écran des valeurs réelles du système d'aide au diagnostic DAS. Pour contrôler le fonctionnement d'un capteur, il peut néanmoins être judicieux de démonter le capteur et de le placer dans des conditions définies. Cela permet de vérifier que le résultat de la mesure est conforme aux conditions ambiantes. Cliquez sur le symbole du capteur pour voir un exemple. On peut par exemple plonger le capteur de température du liquide de refroidissement dans un bain d'eau dont la température est connue. En comparant les mesures obtenues avec les données de la courbe caractéristique du fabricant, on peut savoir si le capteur fonctionne correctement. Avec certains capteurs, il est possible de représenter sous forme graphique la courbe du signal en utilisant un oscilloscope et de la comparer à la courbe de référence enregistrée dans le Star Diagnosis. Cliquez sur le symbole du capteur pour voir un exemple. Les courbes de référence permettent de décider rapidement si le fonctionnement du capteur est correct sans qu'il soit besoin d'analyser en détail le tracé de la courbe. Le signal représenté est celui du capteur de position défectueux du vilebrequin tiré de l'exemple du chapitre 1. On voit que sa forme est nettement différente de la courbe de référence. Commençons par nous remémorer les circonstances exactes de l'exemple donné dans le premier chapitre. Un client ne parvient pas à démarrer son véhicule qui a passé la nuit dans la rue par temps froid. Après avoir passé quelques heures à l'atelier dans un local chauffé, le moteur démarre sans problème à la première tentative d'un collaborateur du SAV. L'erreur provient du capteur de position du vilebrequin qui, parce qu'il a été mal monté, est trop éloigné du volant moteur. En cas de démarrage à un régime normal, le signal est tout juste détecté. Si, comme nous le supposons dans cet exemple, ce régime diminue encore sous l'action de températures ambiantes particulièrement basses, il peut arriver que le signal reste en deçà du seuil de réaction du calculateur. Le calculateur ne perçoit donc aucun régime moteur, ce qui explique pourquoi il n'active ni l'allumage ni l'injection. La mémoire des défauts du calculateur moteur reste vide puisqu'un défaut est enregistré dans la zone lisible de la mémoire des défauts uniquement s'il se produit au cours de 2 cycles de conduite consécutifs. Comme la température ambiante est plus élevée dans l'atelier chauffé, le défaut ne se produit plus. Le régime de démarrage est plus élevé. Les oscillations du signal du capteur atteignent le seuil de réaction du calculateur et le moteur démarre. Pour identifier l'origine du défaut, il faut comparer la forme du signal délivré par le capteur à la courbe de référence. Cet exemple montre qu'il existe des situations dans lesquelles la lecture de la mémoire des défauts ne suffit pas. Ici, c'est la connaissance des capteurs, de la forme de leurs signaux et des interdépendances entre les systèmes qui nous a permis de déterminer la cause du défaut. Comment peut-on contrôler le fonctionnement d'un capteur? Cochez les bonnes réponses, puis confirmez en cliquant sur OK. C'est juste. Pour s'assurer du bon fonctionnement d'un capteur, on peut par exemple comparer son signal à la courbe de référence enregistrée dans le système d'aide au diagnostic DAS. Il suffit aussi souvent d'afficher les valeurs réelles du capteur dans le DAS.
Néanmoins, il est parfois judicieux de démonter le capteur et de le placer dans des conditions ambiantes définies. En comparant les mesures obtenues avec les paramètres de l'environnement connus, on peut savoir si le capteur fonctionne correctement. Revoyons ensemble les principales informations. En cas de défaillance d'un capteur, le calculateur n'est plus en mesure de mesurer de grandeur physique. Cela peut limiter légèrement le fonctionnement du véhicule, voire même l'immobiliser complètement. Les mesures erronées constituent également un défaut et peuvent déclencher des réactions inadaptées ou se traduire par des affichages incorrects sur le combiné d'instruments. Pour détecter la défaillance d'un capteur, les calculateurs se servent notamment des mesures qu'ils reçoivent. Dans d'autres cas,